Madonna, rien que ce nom, ça évoque tellement de choses. La provocation, oui. La révolution, certainement. Une icône, c'est une évidence. Mais la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est, derrière toute cette folie apparente, est-ce qu'il n'y avait pas en réalité une méthode, un plan incroyablement bien ficelé? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, voilà la grande question, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a affaire à une simple provocatrice qui a eu beaucoup de chance ou bien à une pionnière qui a bâti sa carrière sur un plan absolument magistral? Pour vraiment le comprendre, eh bien, il faut remonter le temps, revenir aux origines, bien avant les paillettes et les stades. Et donc, première étape de ce décryptage, retour aux sources. On va parler des origines d'une rebelle, de la fille du Michigan. Parce que oui, l'histoire de Madonna, elle ne commence pas sur les scènes de New York, mais bien loin de là, dans un cadre familial catholique, disons plutôt strict. C'est vraiment là que les premières graines de la rébellion ont été plantées. Pour comprendre la femme qu'elle est devenue, il faut regarder l'enfant qu'elle a été. Et son enfance, elle est marquée par des drames. D'abord, la mort de sa mère, elle n'a que 5 ans. Ça vous forge un caractère. Ajoutez à ça une relation houleuse avec son père et sa belle-mère, un sentiment de solitude très profond, c'est dans ce contexte qu'elle se réfugie dans la danse. La danse, ça devient sa passion, son échappatoire, mais aussi sa première façon de s'exprimer. Et elle l'a dit elle-même, cette phrase est absolument fondamentale. Je n'étais pas rebelle. Je voulais être quelqu'un. Tout est là en fait. Ces actes de rébellion, ce n'était pas juste pour choquer gratuitement. C'était une quête d'identité. C'était sa manière de crier au monde qu'elle existait et qu'elle ne se laisserait pas définir par ses origines. Elle voulait, non, elle allait devenir quelqu'un. Bon, après le Michigan, direction la ville de tous les possibles, New York. C'est le deuxième chapitre crucial. C'est là que son ambition va être mise à l'épreuve du feu. On passe de l'adolescente rebelle à la survivante et sa détermination va devenir inébranlable. 50 $. Voilà, c'est tout ce qu'elle a en poche en débarquant à New York. 50 $. Il faut juste s'imaginer une seconde le courage, ou peut-être l'inconscience, que ça représente. Surtout que son père, qui n'approuve pas du tout son choix, décide de lui couper les vivres. Elle est seule. Vraiment seule. Et là, le rêve new-yorkais va très vite se heurter à une réalité brutale. D'un côté, il y a le rêve, devenir une star, étudier la danse avec les plus grands. De l'autre, la réalité. Ce sont les petits boulots pour survivre, les logements insalubres, les cambriolages à répétition. Et puis, le traumatisme absolu, une agression d'une violence inouïe. Le rêve et le cauchemar, côte à côte. Et c'est là qu'on touche au cœur du réacteur Madonna. Parce que n'importe qui d'autre aurait pu être brisé, aurait pu faire ses valises et rentrer à la maison. Mais pas elle. Au contraire, ces épreuves, aussi terribles soient-elles, vont forger chez elle une détermination en acier trempé. Elle se fait une promesse. Plus jamais. Plus jamais elle ne sera impuissante. Plus jamais elle ne sera une victime. Ok, on a planté le décor. La détermination est là. Elle est totale. Maintenant, place à la stratégie. C'est le troisième point et c'est peut-être le plus fascinant. Comment elle a transformé le scandale et la controverse en une arme marketing redoutable. Elle va mettre au point une sorte de manuel, un playbook qui va devenir sa marque de fabrique. C'est simple et diablement efficace. Étape 1, tu sors une chanson qui détonne. Étape 2, tu crées un visuel ultra choquant pour l'accompagner. L'exemple parfait, c'est la performance de Like a Virgin aux MTV Awards en 84. La robe de mariée, le fait de se rouler par terre, ce n'est pas un dérapage, c'est millimétré. Et le résultat? Les médias s'indignent, ce qui lui fait une pub monstre et gratuite, son image de rebelle est solidifiée, et surtout, elle connecte directement avec toute une génération qui n'attendait que ça. Mais attention, il faut pas croire que c'est juste de la provoque pour de la provoque. Il y a une vraie intelligence derrière tout ça. Prenez le clip de Material Girl. Tout le monde pense que c'est une ode à l'argent, mais en réalité, en imitant Marilyn Monroe, elle fait une parodie, une critique du matérialisme. La subtilité, c'est que beaucoup de critiques de l'époque sont complètement passées à côté. Et ça lui prouve qu'elle a le contrôle total de son image et de son message. Et elle ne va pas s'arrêter en si bon chemin, évidemment. Une fois qu'elle est une star de la pop, elle va passer au niveau supérieur. Le but n'est plus seulement de choquer, mais de défier frontalement les grandes institutions. De pop star, elle devient une véritable iconoclaste. Et là, entre la fin des années 80 et le début des années 90, c'est un véritable blitz. Ça n'arrête pas. En 1989, le clip de Like a Prayer avec les croix qui brûlent, le Vatican le condamne. En 1990, sa tournée Blonde Ambition est tellement provocante que la police menace de l'arrêter au Canada. Et le bouquet final, en 1992, c'est le livre Sexe, qui fait voler en éclats absolument tous les tabous. C'est une escalade consciente, voulue et parfaitement exécutée.
Alors, on pourrait se demander, mais pourquoi? Pourquoi aller si loin? Eh bien, ça nous amène au 5e point, qui est le but ultime de toute cette stratégie. Le pouvoir, le contrôle total du récit, de l'image et surtout du business. 60 millions de dollars. Ce chiffre, il est vertigineux pour l'époque. C'est le montant du deal qu'elle signe en 1992 avec Warner. Un deal qui ne se résume pas à un gros chèque, non. C'est ce qui lui permet de fonder sa propre entreprise, Maverick. Et c'est ça, la clé de tout. Ce contrat, il lui offre quelque chose d'encore plus précieux que l'argent. Une liberté créative quasi absolue. À l'époque, seul Michael Jackson avait un tel niveau de contrôle. Concrètement, ça veut dire qu'elle peut financer elle-même des projets comme le livre sexe ou l'album Erotica, des projets qu'aucune maison de disques n'aurait validés seule. Elle devient sa propre patronne. Regardons un peu les chiffres de 1992. C'est très parlant. L'album Erotica, commercialement, c'est une déception. Il ne marche pas aussi bien que les précédents. Pourquoi? Parce qu'il est complètement éclipsé par la controverse du livre. Par contre, le livre sexe, c'est un raz de marée, plus d'1 million de copies vendues en quelques jours. Ça prouve bien que son objectif avait changé. Il ne s'agissait plus seulement d'être en tête des charts, mais bien de dominer le débat culturel. Et sur ce plan-là, c'est une victoire totale. Alors, après tout ça, qu'est-ce qui reste? Quel est l'héritage du rap de Madonna? C'est là qu'on arrive au dernier point, la reine de la réinvention, et la trace indélébile qu'elle a laissée. Parce que oui, elle est la maîtresse incontestée de la réinvention. Elle est passée de la pop à l'électro, à des phases plus spirituelles. Mais ce qui est incroyable, c'est que derrière tous ces changements, il y a un noyau dur, quelque chose qui n'a jamais bougé. Elle a toujours été une porte-parole des communautés marginalisées, notamment la communauté LGBTQ+. Elle est devenue un symbole mondial de l'émancipation des femmes et, il faut le dire, elle a carrément créé le plan, le modèle de ce qu'est une pop star aujourd'hui. Donc non, la réduire à une suite de scandales, c'est vraiment passer à côté de l'essentiel. Ce qui nous ramène à la question de départ. Que serait la culture pop sans son insolence? Provocatrice, oui, absolument. Mais pionnière, encore plus. Finalement, chaque scandale, chaque provocation, c'était une marche de plus sur l'escalier du pouvoir et de l'indépendance. Son insolence, ce n'était pas un bug, c'était le système. Un système qui a non seulement fait d'elle une légende, mais qui a profondément et durablement changé les règles du jeu pour tout le monde.